Que peut-on dire aujourd'hui sur l'état de l'épidémie ? Cette épidémie est étonnante, parce que vous avez vu qu'elle est faite de virus qui sont différents, et parfois très différents de ceux que nous avions avant. Et donc, il y a des épidémies qui fonctionnent dans lesquelles il y a plusieurs virus qui ont une localisation limitée, qui sont épidémiques, qui sont ensemble. C'est ce qui était le cas avec notre Marseille 4, ou ce qui était le cas donc dans l'année 2020. Et puis ensuite, il y a des virus qui deviennent pandémiques, c'est-à-dire qui se développent sur toute la surface de la Terre. Alors, c'était le cas du variant anglais, appelé Alpha ensuite, le variant indien, appelé Delta ensuite. Là, c'est le variant Omicron, qui ont une répartition mondiale et qui se remplacent l'un l'autre. Ils fonctionnent pas entre eux. C'est assez intéressant. On a quelques rares cas de co-infection de Covid. Et je ferai une communication ultérieure là-dessus parce que ça explique un certain nombre de choses qu'on comprenait mal. Et donc là, ce que nous voyons, c'est que nous avons maintenant le BA2 de Omicron, là que vous voyez en bleu, qui apparaît en même temps que le BA1 diminue. Alors est-ce qu'il va le remplacer ? Est-ce qu'il va donner, lui, une pandémie ou non ? On verra bien. Il se développe de manière très importante dans le nord de l'Europe. Il semble être encore moins évité que le premier Omicron par les vaccins, dans les travaux qui sont faits en Europe. C'est les Danois qui viennent de faire un papier là-dessus. Et donc on verra. Il est assez peu grave et on arrive à une situation qui est assez complexe et que moi j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, qui est que il est si peu grave et il y a une telle réticence au vaccin dont je parlerai que il y a des gens qui cherchent maintenant à attraper le Omicron pour pas avoir dans leur passe vaccinal à faire un vaccin. Donc c'est quand même une situation, vous voyez, qui est quand même très très originale. C'est que sur lequel je reviendrai, il y a un problème de crédibilité avec ce vaccin qui se pose vraiment. Donc si vous regardez sur Johns Hopkins, là, vous voyez bien que là, on est à... on peut dire que la campagne de vaccination en France a été très efficace. Le nombre de gens vaccinés, ici, je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est un des plus élevés au monde. Et il n'empêche qu'il y a vraiment beaucoup de cas, il y a toujours des morts, il y a toujours beaucoup de cas. Alors, les morts sont les mêmes, on va dire... qu'ils soient vaccinés ou qu'ils soient pas vaccinés, il faut voir si, effectivement, quand on a des études très très précises, s'il y a moins de formes graves et de morts chez les vaccinés, c'est possible. Nous, on avait l'impression qu'il y avait une tendance à ça, mais globalement, ceux qui meurent à la fin, c'est les mêmes. Donc, qu'ils soient vaccinés ou pas, et donc, s'ils n'ont pas été vaccinés, c'est que ils auraient dû être vaccinés. Voilà. Donc, c'est plutôt les sujets âgés, la moyenne d'âge est élevée. Ou des sujets qui ont des pathologies associées qui justifiaient qu'ils devraient être qu'ils auraient dû être vaccinés. Donc vaccinés ou pas vaccinés, les morts sont le même groupe de la population, pour ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc il faut, si on arrive à démontrer qu'il y a une efficacité sur les formes graves de Omicron, s'il y a quelque chose à renforcer, il y a quelque chose à faire, c'est la vaccination des sujets qui sont vulnérables. Et ce que je vois, c'est que petit à petit, le monde entier finit par dire la même chose que ce que je disais, moi, au début de l'été 2020, il faut vacciner les personnes vulnérables parce que c'est elles qui peuvent avoir un bénéfice. Pour les autres, j'ai vu que la FDA ne recommandait pas la vaccination entre 0 et 5 ans. C'est intéressant de voir que les gens qui vendaient les vaccins le savaient manifestement avant que la FDA le dise, puisque le cours de l'action a commencé à diminuer de manière très significative avant que le FDA le dise, et je redoute qu'ils aient pressenti ou connu, je ne veux pas accuser sans preuve, la décision de la FDA avant qu'elle ne soit rendue publique, ce qui veut dire que ceux qui étaient les mieux informés ont vendu leurs actions avant que les actions ne tombent de manière significative. Enfin, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit sur cette courbe, c'est ici en bas vous avez par tranche d'âge, d'une part, et d'autre part ici les non vaccinés, ici les vaccinés. Vous voyez que maintenant on a autant de gens qui déclarent être vaccinés que de gens qui déclarent ne pas être vaccinés.
et que les tranches d'âge, autant ici, bien sûr, il y avait beaucoup plus de jeunes dans les non vaccinés, puisque les plus anciens étaient plus vaccinés, ou faisaient moins attention, on reviendra là-dessus. Et là, vous voyez que la répartition entre les deux est à peu près symétrique, qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné. Donc, ce qui préjuge pas de la gravité. Globalement, pour l'instant, les données qu'on a, c'est que les infections par Omicron, les personnes qui sont en réanimation encore actuellement sont souvent des gens qui sont depuis longtemps avec des infections par le Delta. Il y a relativement peu de gens qui ont Omicron et qui sont en réanimation, qui soient vaccinés ou qui ne soient pas vaccinés. Donc c'est pas on a les mêmes évidences que c'est pas très grave. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui protège le mieux, la maladie naturelle ou le vaccin ? C'est difficile de répondre à cette question. C'est effectivement, on peut se demander si les gens qui veulent absolument attraper Omicron en se disant que c'est pas très grave ont raison de le faire comparé aux autres. C'est pas très évident. Là, on vient de regarder, là récemment, mes collaborateurs ont regardé quel était le niveau des réinfections. Vous voyez, qu'est-ce qu'on avait comme personnes dans notre banque de données qui ont fait 2 fois une infection par un des variants du Covid. Et vous voyez que Omicron, pour l'instant, semble être celui qui donne le plus de réinfections. Donc on a 573 réinfections sur 9000. Et donc, en particulier, ce qui est un peu surprenant, on a vu un peu moins de 200 infections avec Omicron chez des gens qui avaient fait des infections avec le Delta peu de temps avant, il y a 3-4 mois. Donc, le Delta, manifestement, ne protège pas très très bien contre l'Omicron. Donc c'est une des raisons, faut pas se leurrer, c'est une des raisons pour lesquelles le vaccin n'est pas extraordinairement immunisant, c'est que la maladie naturelle elle-même n'est pas très immunisante contre les variants. Donc il faudra trouver un vaccin qui soit plus efficace que celui-là pour pouvoir essayer si on veut espérer avoir une activité, ou peut-être qu'on n'aura jamais plus que pour la grippe. Donc la grippe, ça fait longtemps, ou qu'on n'aura jamais plus que pour le coronavirus des poules. La bronchite des poules, où on n'a toujours pas mieux que de faire des revaccins tous les ans comme la grippe. Donc avec du vaccin inactivé, d'ailleurs, ce qu'ils font. Et de manière à avoir une idée relative de ça, c'est-à-dire est-ce que les gens qui viennent se présenter ont déjà en même temps sur le prélèvement qu'on leur fait, on regarde s'ils ont à la fois les anticorps et la PCR positive, eh bien chez les gens qui ont des anticorps, donc qui théoriquement devraient être protégés, si on pense que les anticorps protègent, il y en a dans ceux qui se présentent ici, il y en a 37% qui ont une PCR positive, et parmi ceux qui ont pas d'anticorps, il y en a 51% qui ont des PCR positives. Il n'y a pas une différence, on est à la limite, il y a une petite différence, vous voyez, mais une différence qui n'est pas très significative. Donc le fait d'avoir des anticorps généraux comme ça, sans qu'on rentre dans le détail, n'est pas très protecteur contre le risque d'avoir la maladie. Donc ça veut dire que les anticorps, il y a toutes sortes de types d'anticorps, les anticorps neutralisants, d'autres non neutralisants, et puis donc les choses sont assez complexes. Voilà. Donc ça montre la difficulté qu'il y a à contrôler une maladie dont l'immunisation est quand même pas particulièrement efficace. Mais est-ce que cela veut dire que les vaccins en général ne marchent pas ? Non, donc je redoute beaucoup cet aspect-là. J'ai eu l'occasion de m'en ouvrir parce que j'ai refusé de signer une tribune disant qu'il fallait que tout le monde se vaccine pour ça, que c'était comme ça qu'on allait sauver la planète. Je ne suis pas convaincu que ce vaccin ait ni une grande efficacité. Je pense qu'il suffit de regarder les chiffres pour le voir. Pour contrôler la maladie, tout le monde est d'accord, l'OMS est d'accord, je vois que même les journaux qui faisaient la plus grande promotion pour ces vaccins, Nature et Lancet, maintenant sont en train de dire, vous savez, il faut vacciner les personnes vulnérables, vous voyez que... Donc,
Et on a le droit d'avoir, bien sûr, on a même le devoir, quand on a des scientifiques, de pas tomber dans le piège de vous êtes pour ou vous êtes contre les vaccins. C'est complètement idiot. Moi, il y a toute une quantité de vaccins pour qui je trouve que la France a du retard dans les recommandations vaccinales. Il y a, je sais pas, j'ai vacciné mes enfants, mes petits-enfants. Moi-même, je me vaccine contre la grippe tous les ans. Je suis vacciné contre le pneumocoque. Donc, c'est pas une question. On peut pas, le fait de cette espèce de propagande qui dit, puisque vous n'êtes pas pour faire ces injections successives d'un vaccin dont on voit pas l'efficacité, ça veut dire que vous êtes un anti-vax, c'est un truc, je m'excuse et je le dis solennellement, d'imbéciles. Voilà, c'est des imbéciles qui font de la propagande. Et c'est très dangereux. C'est extraordinairement dangereux. Ces gens jouent un rôle contre les stratégies vaccinales que nous allons payer pendant des années. C'est-à-dire avoir mis tous les gens qui ne croyaient pas à cette propagande extraordinaire dans le camp de ceux qui étaient contre toute stratégie vaccinale est quelque chose qui va se payer très cher. On voit déjà qu'il y a dans un certain nombre de pays, en particulier les plus pauvres, un recul considérable des vaccins qui, eux, sont nécessaires. D'accord ? Et donc il faut faire attention de pas faire une propagande éhontée en disant aux gens que s'ils n'obéissent pas, c'est parce qu'ils ne comprennent rien à la science, pour quelque chose sur lequel les bases sont d'une très très grande fragilité, et ainsi enlever la crédibilité des stratégies vaccinales dans leur ensemble. Et donc c'est pas en obligeant les gens à faire des vaccins dont on comprend pas très 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 bien quel est l'intérêt en termes de santé publique. On comprend d'autant moins qu'on voit les gens à droite et à gauche qui disent nous on le fait pas, finalement on a moins de cas. Attendez, ça n'est pas quelque chose qui est simple et clair pour lequel on peut contraindre les gens en leur disant si vous faites ça, c'est que vous êtes anti-scientifique, c'est que vous êtes anti-vax. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, il faut s'arrêter de mettre dans le même panier les gens qui sont contre tous les vaccins et les gens qui sont sceptiques sur l'usage généralisé et obligatoire de ce vaccin-là. D'accord ? Et demain, il y aura peut-être un meilleur vaccin que ceux que nous avons sur le marché actuellement. Je vous rappelle qu'il y en a 3 sur 4 déjà qui ont disparu. Donc ces vaccins qui étaient merveilleux, on les fait plus déjà. D'accord ? Donc, attendez, essayons d'avoir un vaccin qui soit évalué dans des conditions normales, qui ait une efficacité comparable à celle de vaccins qui sont actuellement commercialisés. Moi, je ne connais aucun vaccin commercialisé qui soit aussi mauvais. Zéro. On a le droit de dire c'est pas très bon, mais aucun des vaccins que moi j'ai recommandé pendant les 40 ans pendant lesquels j'ai fait des cours de médecine n'est aussi mauvais que celui-là. Donc on a le droit de dire, écoutez, les vaccins ils sont pas tous pareils, c'est pas oui non. Hein. Donc ce bannissement du droit à dire que certains vaccins sont meilleurs que d'autres, c'est quelque chose qui est tellement anti-scientifique et qu'on dise ça au nom de la science, c'est juste ridicule. Voilà. Et je peux vous le dire, alors je sais que certains imbéciles prennent la grandeur pour la mégalomanie. Moi, je peux vous dire, il n'y a personne qui a publié autant sur le Covid. J'en suis maintenant à 128 publications internationales. D'accord ? Vous pouvez regarder en France qui a fait ça. Et puis, vous aurez des surprises. C'est vérifiable sur tous les sites de données. D'accord ? On va me dire que c'est les non-scientifiques qui sont sceptiques sur ces vaccins. Non, c'est pas vrai. Si on n'est pas sceptique sur le vaccin, c'est parce qu'on ne veut pas regarder les choses. Et comme on dit ça dans au moins 3 religions du livre, ils ont des yeux et ne savent pas regarder. Et donc il faut se vacciner contre la grippe ? Oui, avec des surprises qui sont très intéressantes, parce que moi je trouve que les maladies infectieuses c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que j'évite de faire des prédictions qui se révèlent toutes fausses, ce qui n'empêche pas les gens de continuer à faire des prédictions, et ce qui n'empêche pas les plateaux de télévision et les grands journaux d'ailleurs. Hein. Pour la première fois, le Lancet a dit peut-être qu'on a publié un peu trop de modèles mathématiques et de prévisions parce que ça marche pas. Bon, c'est bien. Tant que les gens se rendent compte des choses, moi je suis content. Je préférerais qu'ils s'en rendent compte plus tôt, mais tant qu'ils s'en rendent compte, je suis content. Mais vous voyez, ça c'est intéressant. C'est un point de surveillance qu'on a mardi. Regardez ça. Vous voyez, ça c'est la grippe. Et donc moi je me suis vacciné pour la grippe effectivement en 2020 et 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu de grippe du tout pour la première fois. On n'a pas eu de grippe pendant toute l'année 2021. Et la grippe s'est arrêtée avec le début du Covid.
Et alors maintenant, vous voyez que c'est une autre maladie, Omicron, ou c'est d'autres circonstances, ou c'est un autre environnement, mais elle est repartie ici. Avec le Omicron, il y en a, alors que pendant tout ce temps, il n'y en a pas eu. Et c'est très intéressant parce que les bactéries associées qui surinfectent les Omicron sont pas les mêmes que celles que nous avions jusqu'à présent avec le Covid. Je sais pas pourquoi. En particulier, on n'a pas les bactéries qui sont tellement embêtantes dans la grippe, les infections respiratoires, qui sont le pneumocoque et le Haemophilus influenzae, qui avaient quasiment disparu, et qu'on commence à retrouver maintenant. Donc c'est avec le Omicron. Donc c'est très curieux, et c'est pas seulement ça. Je crois que j'avais déjà ça, c'est actualisé. Regardez. Alors, si vous regardez toutes les infections virales respiratoires, vous voyez là en gris, c'est le Covid, hein, qui écrase tout. Et ce que l'on voit, c'est que là, en bleu, là, vous avez la grippe, et la grippe a disparu pendant ce temps. Mais toutes les infections respiratoires n'ont pas disparu. Les infections respiratoires qui sont restées, c'est les infections respiratoires du Covid et des rhumes. Les rhinovirus, les autres coronavirus sont restés, tandis que les virus de pneumonie, le virus respiratoire syncytial, les grippes, elles, ont disparu. Mon hypothèse, c'est que les épisodes de distanciation, très renforcés, au moment où les gens avaient très peur et ne pensaient pas être protégés par le vaccin, les a amenés, c'est mon hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est vrai, les a amenés à éviter les infections respiratoires profondes plus que les infections, les rhumes. D'accord ? Et il est vraisemblable que la transmission du virus, des différents variants de cette épidémie de Covid ont probablement le même mode de transmission que les virus des rhumes, comme le rhinovirus et le coronavirus, puisqu'on voit, c'est ce qu'on appelle coupable par voisinage, vous voyez, ils arrivent en même temps. D'accord ? Et donc la fréquence des virus de rhume n'a pas changé, mais la fréquence des virus de pneumonie a changé pendant ce temps, mais elle est en train de revenir là, peut-être parce que les mesures, moi à vue d'œil je le vois, mais je veux pas en faire de généralité, les gens, moi je continue à me passer de l'alcool, je sais pas combien, 50 fois par jour sur les mains, mais je vois qu'on n'est plus très nombreux à le faire. Bon, les gens ont perdu cette chose qui était les seules choses que nous avions, le seul moyen que nous avions de lutte contre, en prévention, c'était d'éviter le risque de trucs. Maintenant, bon, je dis, non seulement il y a des gens qui cherchent à l'attraper, ils vont attraper encore plus de rhume, et on n'est pas sûr que ça va les protéger. Et donc, enfin, le dernier point, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs virus à la fois. Donc, on peut avoir un des variants du Covid avec d'autres virus. Et donc, il y a pas mal de co-infections, d'infections avec deux à la fois. Par exemple, vous avez vu qu'il y a eu une grande histoire c'est une histoire journalistique, hein, très rapidement. On a vu que c'était pas vrai, qu'il y avait un mélange, un nouveau virus qui était né de la grippe et du corona, du Covid. Bien, nous aussi, on a eu 11 personnes qui ont eu à la fois le virus de la grippe et le virus du Covid, et ceux-là ne se sont pas hybridés, ce qui ne veut pas dire que personne ne s'hybridera jamais. Voilà. Et où est-ce qu'on en est maintenant, au niveau du traitement ? Ben, nous, au niveau du traitement, là, mon ami Mathieu Millon continue à faire du traitement en ambulatoire. Je crois qu'il a maintenant traité en ambulatoire 25 000 personnes. On a publié 10 000 avec une mortalité de 1,4 pour 1000. D'accord ? C'est pour ça que si les nouveaux médicaments, qui vont coûter beaucoup plus cher que les molécules recyclées, veulent montrer que c'est supérieur aux molécules recyclées, il leur faudra intégrer quelques centaines de milliers de personnes. Et je doute qu'il y ait des études randomisées avec 100 000 personnes pour comparer ça contre les anciennes molécules. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces anciennes molécules ? C'est très intéressant parce qu'il y a un papier très joli qui a été fait par beaucoup de collègues en France et qui ont montré ça. Il y a 2 papiers français là qui sont vraiment de très grande qualité, qui sont intéressants. Ils ont interrogé les gens pour savoir qui c'est qui donnait pendant la première vague, pendant le premier épisode de Covid avec le variant chinois, qui donnait de l'hydroxychloroquine. Ils ont interrogé tous les praticiens hospitaliers en maladies infectieuses, en médecine interne, en rhumatologie. Est-ce que vous l'avez utilisé pour ça ? Et 50% des praticiens hospitaliers l'ont utilisé. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, et donc c'est très intéressant pour l'histoire, l'épistémologie, c'est très très important. Le Lancet publie une étude dont on sait très peu de temps après qu'elle est entièrement fausse, entièrement bidonnée. Je ne sais pas, ces gens vont être poursuivis, ils vont les mettre en prison. Et du jour où il y a un communiqué de presse qui est fait vendredi sur cette étude, le ministre de la Santé dit il faut plus l'utiliser, le directeur de l'OMS dit il faut plus l'utiliser, et de ce jour, les praticiens hospitaliers français qui connaissaient, c'est une chose très intelligente qu'on dit dans ce papier, ceux qui l'utilisaient, c'est ceux qui connaissaient la molécule, c'est-à-dire que soit ils étaient rhumatologues, donc ils avaient traité des dizaines de patients avec cette molécule et ces doses, soit ils étaient en médecine interne, donc il y a les lupus, les polyarthrites rhumatoïdes, ils savaient très bien que ça paraissait totalement invraisemblable qu'il y ait 10%. Quand vous avez traité 10 malades, vous savez bien s'il y en a 10% qui meurent d'arrêt cardiaque imprévu, quand même, c'est assez vite fait. Eh bien, cette déclaration et l'impact de la communication a fait que des gens qui manipulaient ces médicaments depuis des années se sont arrêtés du jour au lendemain de l'utiliser. Et donc ça, c'est l'impact de la communication pour un papier dont tout le monde sait qu'il est entièrement faux. Et donc il suffisait de le lire, si on connaît la science, il suffisait de le lire pour voir que c'est pas vrai. Donc c'est intéressant de voir les conséquences, vous voyez, incroyables de ça, qui fait que maintenant c'est entièrement banni. Si vous faites ce mot, vous mettez ce mot, hop, on vous sort de Twitter, on vous sort de Facebook, on vous sort, je sais pas si on vous sort de TikTok, moi je connais pas TikTok. Ouais, si on sort de Facebook, il faut se mettre sur TikTok pour le faire, pour pouvoir ne pas être censuré. C'est incroyable. Et tout ça est basé sur un truc qui est entièrement faux. Et la deuxième chose qui est très intéressante aussi, c'est une équipe de Niçois qui a montré le degré auquel les leaders d'opinion, ça c'est sorti dans le British Medical Journal, dans lequel les leaders d'opinion, médecins, reçoivent des financements de l'industrie pharmaceutique. Et ils disent il n'y a pas de groupe de sociétés savantes rédigeant des guidelines, c'est-à-dire des recommandations, dans lesquelles il n'y ait pas au moins un des participants qui n'ait pas reçu de financement par l'industrie pharmaceutique. Je suis content de ne pas être le seul à le dire. Donc nous avons là des problèmes qui sont des problèmes sociaux, qui devront bien être réglés par la politique, c'est le domaine de la politique, par le comité d'éthique, si un jour il y a un comité d'éthique qui est débarrassé de ces conflits d'intérêts, pour regarder en face, attendez, est-ce que l'on peut, je peux vous dire, ça a été l'objet, moi, de la raison pour laquelle j'ai fini par démissionner du journal européen de maladies infectieuses, c'est que j'étais en conflit avec le fait que je pensais qu'il n'était pas honnête que les guidelines, et donc je parle il y a quelques années, soient écrites par des gens qui avaient des conflits d'intérêts. Et je peux vous dire que moi, je me suis retrouvé en conflit avec les gens qui dirigeaient cette société, parce que je trouvais, il y avait, la même chose avait été publiée pour les internistes américains, en disant, écoutez, maintenant, si vous avez des conflits d'intérêts, il suffit pas de les déclarer, vous n'avez pas le droit d'écrire les guidelines. Il suffit pas de les déclarer. Le fait de le déclarer, ça ne veut pas dire que vous avez enlevé vos conflits d'intérêts. Vous ne pouvez pas recommander une drogue pour laquelle vous avez été payé, ça va de soi. Voilà. Sinon, vous ne faites plus des recommandations, vous faites de la publicité, même sans le savoir. Je suis intéressé de voir que ces phénomènes, qui étaient des phénomènes dont on a l'impression, quand on parlait de ça, que à chaque fois que vous êtes lucide, maintenant, si on vous dit que vous être complotiste, c'est déraisonnable. Donc, encore une fois, arrêtez, je vous en prie, c'est pour ça que j'appelle cette émission « On a le droit d'être intelligent », arrêtez de croire les imbéciles. C'est pas parce qu'on a des doutes sur ce vaccin que l'on est contre les vaccins, d'accord ? C'est pas parce que l'on dit, écoutez, vous savez, quand vous recevez de l'argent, vous directement, ou l'association que vous gérez, vous ne devriez pas donner un avis officiel ou politique sur les médicaments pour lesquels vous avez reçu de l'argent, que l'on est un complotiste. C'est simplement que ça faisait partie des règles de fonctionnement de la vie démocratique. Voilà. Donc, il faut arrêter, retrouver son calme, et il faut trier les choses ne sont pas aussi simples. Eh bien, je comprends bien qu'à la télévision, c'est plus simple de crier en disant lui est méchant, lui est bon. Il faut arrêter de prendre les génies pour des imbéciles. Il faut arrêter de prendre
le dernier vaccin pour le sauveur de l'humanité, et il faut arrêter de penser que le fait qu'on ait reçu de l'argent de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a perdu sa lucidité, parce que c'est pas vrai. Voilà. Merci beaucoup.